C'est Épié, un thriller Riley Wolf, tome 3, écrit par Molly Black, lu par Audrey. Chapitre 1. Bobette Langdon souriait en quittant la station essence de Billings et en prenant la route en direction de Bozeman. Un panneau indiquait Wineglass, Passance, 180 ml. Wineglass, je ne dirais pas non à un verre de vin maintenant. Elle avait voyagé toute la journée depuis sa caravane juste en dehors de Sioux City, dans l'Iowa, pour aller rendre visite à sa sœur jumelle. Cela faisait 8 mois que Bambi avait déménagé à Bozeman pour travailler au Double Q, un de ces ranchs spa-huppés pour les citadins qui voulaient bête se donner l'impression d'être des durs à cuire, tout en continuant à bénéficier de leurs massages aux pierres chaudes et de leurs épilations du maillot. Une de leurs amies d'Iowa leur avait dit qu'elle y récoltait des pourboires en or, alors Bambi avait décidé d'aller voir. Elle avait toujours été la plus courageuse, celle qui sautait sans regarder. La pensée de Bambi en train de coiffer ses riches clients la fit sourire. Elle l'avait appelé 3 jours auparavant et s'était extasiée du pourboire de $100 qu'une cliente lui avait donné pour un simple brushing. $100. Ces derniers temps, Bobette parvenait à peine à gagner autant en une semaine. La récession avait frappé leur petite ville de plein fouet et désormais, le salon qu'elles avaient ouvert ensemble il y avait 10 ans de cela, B&B Hair Designs, avait de plus en plus de mal à tenir la route. Les factures s'accumulaient. Dernièrement, Bobette avait songé à imiter sa sœur aînée. Enfin, aînée de 2 minutes. Mais elle avait toujours été la plus craintive. Pouvait-elle vraiment quitter l'Iowa comme ça? Toute sa famille et ses amis y vivaient. Ce voyage, se disait-elle donc, ferait office de reconnaissance. Elle n'avait jamais réellement quitté son état avant cela. Tout en conduisant, elle augmenta le volume de la radio et savoura la chanson country d'un crooner. Être sur la route, avec toutes ses possibilités devant elle, lui faisait du bien. Mais Bambi ferait mieux de m'attendre avec un verre de vin quand j'arriverai au Double Q. Ses yeux commençaient à loucher et la ligne jaune qui marquait le milieu de la route apparaissait et disparaissait, devenait floue, puis se dédoublait. Elle cligna des yeux, ce qui eut pour résultat d'éclaircir sa vision, mais tout redevint trouble quelques instants plus tard. Elle bâilla et regarda son GPS. Il lui restait encore 2 heures de route. Bobette alluma la climatisation et dirigea l'air vers son visage. Elle ouvrit également la fenêtre et laissa l'air froid lui fouetter les joues. Cela n'eut pas beaucoup d'effet. Je ne vais pas y arriver. Elle soupira et attrapa son téléphone pour appeler sa sœur, afin qu'elle lui parle et la maintienne éveillée. Évidemment, Bambi ne répondit pas. Elle avait commencé à sortir avec un barman du ranch, un vrai cow-boy, encore plus sexy que ses gaz à la télévision, et elle était devenue difficile à joindre. « Je lui ai pourtant dit que j'arrivais ce soir », marmonna Bobette en écoutant le téléphone sonner. Elle pinça les lèvres. Elle avait parfois l'impression que Bambi passait à autre chose et l'oubliait. Bobette attendit de tomber sur le répondeur, puis dit « Et Serette, je suis en chemin, tu te souviens? Mais j'ai encore 2 heures de route et je suis épuisée. Je vais chercher un endroit où passer la nuit et j'arriverai tôt demain matin. Mieux vaut être prudente. » Elle raccrocha. Elle mourait d'envie de sentir l'acidité du vin sur sa langue. À la place, il n'y avait que le goût amer du chili qu'elle avait commandé pour dîner. Il avait été trop salé et la faisait rôter, mais elle avait vraiment eu besoin de manger. Elle aurait dû commencer plus tôt son périple de 15 heures. Elle blâmait sa gueule de bois pour son départ tardif. Après une mauvaise journée au salon, elle était allée au troquet local et avait dépensé tous ses pourboires. Demain. Bambi et moi partagerons une bouteille de vin demain. La prochaine sortie conduisait à un endroit appelé Laurel Springs. Un panneau y faisait la publicité du super motel Montana sur la place centrale, intégré à un grand centre de voyage. Bobette fronça le nez. En ralentissant sur la bretelle de sortie, elle grimaça. Le super motel n'était pas si super. En fait, il était carrément dégoûtant. On aurait dit qu'il était en train de s'effondrer. La moitié du bâtiment semblait déjà s'être écroulée et il ne restait qu'un bloc de ciment, entouré d'un grillage. Charmant. Pour ma première aventure hors de l'Iowa, je ne veux pas m'arrêter dans un vieux motel pourri avec des punaises de lit, des cafards et du sang partout sur les draps. Elle en avait rêvé. Bambi lui avait dit que le ranch était super luxueux et qu'elle pourrait utiliser toutes les commodités gratuitement. Elle aurait droit à un massage, à une manucure, toutes ces choses-là, offertes par la maison. S'arrêter dans un vieil endroit sur le bord de la route qui puait l'antimite et la cigarette, ce n'était pas exactement ce qu'elle désirait, mais lorsqu'elle quitta la route et n'aperçut que l'obscurité au-delà des lumières vives du centre commercial, elle songea qu'elle n'avait pas un grand choix. Il n'y avait même pas de McDonald's. Elle en avait pourtant vu un à chaque sortie des derniers 650 km qu'elle venait de parcourir. Laurel Springs n'était clairement pas une ville américaine florissante. Elle aperçut alors un panneau. Laurel Springs.
Location de chalet confortable, approuvé par l'AAA2C. 5 étoiles, à 3 km, avec une flèche pointant vers la gauche, dans le noir, sous l'autoroute. Voilà qui semblait bien mieux. Lorsqu'elle atteignit la fin de la rampe de sortie, elle s'arrêta. Le centre commercial se trouvait à sa droite. Seules quelques voitures étaient garées sur le parking. L'unique personne qu'elle aperçut était un camionneur portant un gilet sans manches et une casquette de baseball en train de mettre de l'essence. Cela avait l'air encore pire que depuis l'autoroute. Un vrai trou paumé, elle le voyait, malgré l'obscurité. Le panneau clignotait et lui permettait de voir le décor orange vif de l'entrée, digne des années 70. Mais le motel était proche et elle était épuisée. « Tu sais quoi ? Ce sera pas cher et facile, je vais juste me reposer quelques heures et repartir. J'oublierai bien vite le super motel. » Elle s'engagea sur le parking et y traîna un moment, essayant de rassembler son courage et d'entrer dans le motel. Il n'y avait évidemment aucune autre voiture sur le parking, ce qui lui donnait l'impression d'être la seule assez brave ou assez folle pour oser passer la nuit ici. « Dégoûtant, marmonna-t-elle. Je vais récolter des punaises de lit dans mes affaires juste en regardant cet endroit. » Alors qu'elle restait assise à essayer de prendre une décision, elle réalisa qu'elle avait envie de faire pipi. D'où elle était, elle distinguait une porte entr'ouverte qui donnait sur des toilettes. « Ok, j'entre et je ressors, puis je m'en vais. » Elle se précipita à l'intérieur, sûre d'avoir affaire à un manager fou, mais personne ne vint quand la sonnette retentit. Elle observa les alentours et inspira l'air qui puait la vieille cigarette, puis se dépêcha d'aller aux toilettes. C'était sale et il n'y avait bien sûr pas de papier toilette. Elle fit rapidement ce qu'elle avait à faire, tira la chasse et sortit en vitesse. « Besoin d'une chambre ?» croassa une voix dans son dos alors qu'elle se dirigeait vers la porte. « Non, non merci. J'ai la numéro 6, c'est la meilleure. » Elle ne se retourna même pas. Elle courut dehors et soupira de soulagement lorsqu'elle atteignit enfin sa voiture. Elle quitta le parking. Sur sa gauche, elle ne distinguait que l'obscurité derrière l'autoroute, mais les chalets confortables se trouvaient par là-bas. Eh bien, j'étais partie pour une aventure. Elle prit donc ce chemin. La route continuait sur des kilomètres. Elle ne croisa aucune voiture. Ses phares trouèrent la nuit. Elle apercevait des montagnes au loin, mais aucun bâtiment ni signe d'activité humaine. Au bout d'1,5 kilomètre, elle était persuadée de s'être trompée de chemin. Alors qu'elle s'apprêtait à faire demi-tour, elle vit une petite station essence avec une unique pompe, éclairée par une seule lumière. Un panneau se trouvait à côté, à peine visible. Laurel Springs Chalet confortable, fermé pour la saison. Elle grogna. « Merci de me prévenir maintenant. » Elle retourna en direction de l'autoroute. Lorsqu'elle atteignit de nouveau le centre commercial, elle bâilla. Elle était tellement épuisée qu'elle aurait pu dormir n'importe où, y compris dans ce super motel Montana dégoûtant et délabré. Elle vit soudain qu'il y avait un magasin d'alcool, plus précisément de vin. Elle pouvait voir les bouteilles alignées le long du mur du fond à travers les fenêtres. Bobette entra sur le parking. Elle était la seule cliente dans le magasin. Elle attrapa une bouteille de rouge. « Je déteste boire toute seule, mais à la limite, je pourrais m'y résoudre. » Elle se dirigea vers le caissier, bouteille à la main. L'homme avait un crâne complètement chauve et de longs favoris. Il portait un sweat taché et un badge avec son nom, Randy. « Salut Randy, » dit-elle en souriant. « Je traverse la ville. Vous savez s'il y a un autre endroit où dormir, à part ce super trou paumé ?» Il tapa quelque chose dans sa caisse et lui adressa un rictus. « Vous voulez faire la fête ?»« Malheureusement, non, juste dormir, » répondit-elle. Elle lui tendit du liquide et il lui fit passer son sac. « J'étais censée atteindre Bozeman ce soir, mais je ne vais pas y arriver. Ma voiture a le plein d'essence, mais je n'ai plus d'énergie. »« Ah, je comprends. Eh bien, ce motel n'a rien de spectaculaire, mais c'est ce qu'il y a de plus proche. »« Spectaculaire ? Vous plaisantez ?» Il gloussa. « Ok, c'est atroce. Mais si vous êtes fatigué… » « Ouais, sans vouloir vous vexer, on dirait que c'est un motel plein de cafards. Rien de mieux. » Il réfléchit en secouant la tête. « Les chalets ont fermé il y a 2 ans. J'ai vu ça, le panneau est toujours là pourtant. » Il leva l'index. « Il y a un hôtel sympa à la prochaine sortie d'autoroute si vous allez vers l'ouest, le Montana Pines. Ma sœur y travaille. »« Ah, vraiment ? Merci, passez une bonne soirée, » répondit-elle en notant mentalement le nom. « Demandez Shirley, c'est ma sœur, » lui cria-t-il tandis qu'elle sortait. En retournant à sa voiture, elle sortit son téléphone pour voir si Bambi lui avait laissé un message. Rien. Et elles étaient censées aller faire de l'équitation le lendemain matin. Tant pis, c'était sûrement avec son nouveau cow-boy sexy. Une fois que Bobette atteindrait le Montana Pines, elle se servirait un bon verre de vin, s'installerait confortablement et regarderait quel film figurette à la télé. Puis, elle passerait une bonne nuit et repartirait pour Bozeman de bonne heure. Sur cette pensée, elle regarda autour d'elle tout en cherchant ses clés dans son jean. Ce lieu était vraiment désolé.
Son petit coin d'Iowa n'avait certes rien d'une métropole florissante, mais ici, l'obscurité semblait sans fin. Elle avait l'impression d'être au bout du monde. Elle cala la bouteille de vin sur le siège passager, à côté de son petit bagage et démarra sa voiture. Prenant le temps de régler son GPS, elle se prépara à reprendre l'I-86 en direction de l'ouest. L'autoroute passait quasiment dans son jardin. Les gens l'appelaient « l'autoroute de l'enfer ». Depuis qu'elle avait été construite, on entendait des histoires sur cette route. Des histoires horribles à franchement terrifiantes. Mais elle ne s'en préoccupait jamais. Pendant qu'elle programmait son GPS, une publicité pour le Montana Pines apparut. L'hôtel paraissait joli, du moins d'après la publicité, et ils avaient un petit déjeuner continental gratuit. Elle sourit. Ça au moins, ça a l'air sympa, pensa-t-elle. Pas un de ces motels pourris pleins de cafards. Elle alla pour tourner la clé. Soudain, quelque chose se glissa autour de sa gorge et elle se retrouva en train d'étouffer. Sous le choc, elle porta ses 2 mains à son cou, ce qui fit pivoter le volant d'un coup vers la droite. Ses mains s'agitaient et battaient en l'air, comme si elles étaient indépendantes de son corps. Des larmes s'échappèrent de ses yeux. À travers sa vue brouillée, elle se concentra sur le magasin. Où était Randy? Il voyait forcément ce qui lui arrivait et il allait se précipiter pour l'aider. Mais l'étalage de gâteaux, de pelles à neige et de bidons de propane bouchait la vue. Elle ne distinguait pas du tout la caisse. Le klaxon. Elle essaya de l'atteindre, mais la personne qui était derrière elle l'attira brusquement et violemment en arrière, contre l'appui-tête. Elle ne pouvait plus respirer. Elle n'y croyait pas. Il y avait quelqu'un avec elle, sans sa voiture, sur son siège arrière, en train de l'étrangler. Qui? Pourquoi? Les questions s'amoncelaient dans son esprit. Sa trachémogée était broyée. La pression ressemblait à des milliers d'explosions dans ses poumons. Elle ne parvenait même pas à halter, et encore moins à parler, alors que la terreur s'emparait d'elle. C'est la fin. Je vais mourir. Sa dernière pensée fut qu'elle aurait été bien plus en sécurité si elle avait continué sa route jusqu'à Bozeman ce soir-là. Chapitre 2. Quelque chose est sur le point d'arriver. Riley Wolfe, 9 ans, sentit les poils de sa nuque se hérisser. Elle n'avait jamais ressenti cela auparavant et son cœur sembla frémir dans sa poitrine. Elle jeta un coup d'œil par la fenêtre. Sans surprise, des nuages s'amoncelaient dans le vaste ciel du Wyoming. Une tempête arrivait. Elle essaya de faire disparaître la chair de poule sur ses bras en la massant, mais sans succès. Non, Riley, c'est pire que ça. Elle était assise dans le camping-car de sa voisine, sur l'un des lits superposés à côté de la cuisine, et observait Rose qui préparait le petit déjeuner. La vive lumière du soleil encadrait son visage, illuminait le papier peint fleuri et créait une atmosphère radieuse et heureuse. « Tu as faim, Riley ?» demanda Rose en lui souriant et en déposant des œufs brouillés sur une assiette. « Petite fille endormie, Kiki, Marraine et toi avez dû vous coucher bien après votre heure habituelle. » Riley rit et se frotta les yeux. Elle promena son regard autour d'elle. Où sont-elles? Marraine était sa sœur aînée et Kiki était la fille de Rose. Elles étaient voisines et très amies, presque comme une famille. Riley et Kiki faisaient tout ensemble, c'est pourquoi Rose les avait invitées, elle, Marraine et leur maman, pour un voyage entre filles dans le camping-car familial cet été. Elles parcouraient les aires de camping autour de Yellowstone. Être sur la route avait été si amusant, comme un rêve. Elles roulaient quasiment toute la journée, se garèrent dans des campings le soir, buvaient du coca et des margaritas autour du feu de camp, en se racontant des histoires. Ensuite, en un instant, tout avait changé. La femme au visage d'ange et aux boucles blondes, qui souriait toujours, regarda par la fenêtre, puis la poêle qu'elle tenait lui échappa des mains et s'écrasa au sol avec fracas. De l'huile chaude gicla partout. Les nuages passèrent soudain au-dessus du camping-car et projetèrent leur ombre dans la cuisine. Le tonnerre gronda. « Riley !» avertit Rosa en s'essuyant les mains sur son tablier et en se dirigeant vers la porte. « Va dans la chambre du fond, tout de suite !» Elle descendit du lit superposé et se figea. On lui avait toujours dit que la chambre du fond était interdite aux enfants. « Mais, vas-y, maintenant !» lui cria Rose d'une voix que Riley ne lui avait jamais entendue auparavant. Le tonnerre gronda de nouveau, la terre trembla et s'illumina, comme si la foudre avait frappé non loin. Cela poussa Riley à agir. Elle agita ses membres minces, grimpa à l'arrière du camping-car et s'enfuit sous les couvertures. Elle entendit alors la pluie marteler le toit en métal. Puis, à nouveau, le grondement du tonnerre. Ou bien étaient-ce des coups de feu? Des voix d'hommes. « Je croyais qu'il y en avait 3, avait demandé l'un d'eux. « Nan, juste ces 2-là. » Ensuite, la porte claqua et elle n'entendit plus rien. Aucun son pendant des heures et des heures. Ou du moins avait-elle eu cette impression. Lorsqu'elle finit par s'extirper de sa cachette, elle était baignée de sueur.
Elle rampa jusqu'à la fenêtre poussiéreuse au-dessus de l'évier et regarda dehors. Elle vit les corps qui gisaient, immobiles, en cercle. Kiki, Rose et sa mère. Elles avaient toutes reçu une balle dans la tête. Mais pas Marraine. Marraine avait disparu. On ne l'avait toujours pas retrouvée, 20 ans plus tard. Toujours aucune trace d'elle. Elles étaient mortes. Elles étaient toutes mortes, couvertes de sang, et elles n'étaient plus là. Riley Wolfe sia pour chasser ce souvenir affreux et leva les yeux sur son nouveau partenaire, Michael Brisbane. Il se trouvait dans le bureau de terrain du FBI de Rapid City. Michael avait la beauté d'une star de cinéma et une insouciance assez surprenante dans leur milieu. Il la fixait avec de grands yeux. Il lécha un peu de moutarde sur sa joue et réussit même à avoir l'air sexy ainsi. « Tu es sérieuse ?» Elle lui jeta un regard brûlant. Elle avait l'habitude de ne pas parler d'elle, surtout de son passé. Une louve solitaire, c'est ainsi qu'elle se décrivait. Sa réaction expliquait en grande partie pourquoi elle n'en parlait jamais. Il s'agissait probablement de l'aveu le plus important qu'elle ait jamais fait à quelqu'un, et ça avait été aussi dur que de s'arracher le cœur. Mais ce dernier mois, en vivant aussi près de l'endroit où ça s'était passé, le souvenir avait de plus en plus pesé sur elle. Elle faisait désormais confiance à son partenaire et avait décidé que si quelqu'un pouvait l'aider à résoudre le plus grand mystère de son passé, c'était lui. « On ne plaisante pas à ce sujet », rétorqua-t-elle. Il repoussa le hamburger de chez Hardee's qui constituait son déjeuner et appuya ses coudes sur le bureau. « Ouais, tu as raison, je suis désolée. »« C'est quel dossier ?» Elle se dirigea vers la pile de dossiers sur son bureau et les parcourut. Elle finit par en sortir un et le lui tendre. Il l'ouvrit et haussa les sourcils. Il s'essuya la bouche avec une serviette tout en lisant. « J'ai juste... Waouh. J'avais en fait entendu parler de cette affaire avant d'en voir le dossier. »« Vraiment ? » ?»« Évidemment. Cela avait fait les gros titres. Elle s'en souciait peu, car beaucoup de gens étaient au courant. Mais à présent, c'était lié à elle et ça la rendait malade. « Tout le monde connaît cette affaire, confirma-t-il. J'étais gamin quand c'est arrivé, mais je m'en souviens. Il y avait eu une grande chasse à l'homme ensuite, à la poursuite du tueur et de la fillette disparue. » Elle hocha la tête sans conviction. C'est vrai, elle se trouvait en territoire inconnu. Elle ne faisait pas cela. Elle ne se rapprochait jamais de quiconque, surtout pas de ses partenaires. Particulièrement pas d'eux, parce qu'elle détestait avoir l'air faible. Il la regarda. « Ta sœur ? » ?»« Ouais. »« Plus vieille ou plus jeune ?» Pendant un instant, elle se prit à souhaiter ne jamais en avoir parlé. Mais il lui fallait persister. Plus vieille, si elle était vivante aujourd'hui, elle aurait 36 ans. Sa bouche forma un O. Il feuilleta le dossier. « C'est marrant, je ne vois pas, et je ne me souviens pas non plus qu'on ait parlé d'une sœur. »« Ouais, parce que j'étais jeune, mais j'étais là. Je me suis cachée quand c'est arrivé, alors je n'ai pas pu dire grand-chose à la police, mais je suis la seule témoin à avoir survécu. » Il sia. « Ah bon ? Quel âge avais-tu ? » 9 ans, ma sœur avait 12 ans quand elle allait été enlevée. »« Mon Dieu, quelle épreuve pour une enfant, mais j'imagine que ça explique pourquoi tu travailles dans ce domaine, » conclut-il en fermant le dossier. « Alors, comment désires-tu que je t'aide ? » ?»« Je veux rouvrir l'enquête. » Il secoua la tête. « Tu as de nouvelles preuves ? » ?»« Non, mais j'enfouis ma tête dans le sable depuis trop longtemps. J'ai déménagé à Seattle pour fuir les souvenirs. Cette dernière affaire nous a ramenés pile à Story Creek. C'est là que ça s'est passé, dans un camping non loin. Quelle coïncidence, hein ? Elle déglutit. Et après m'être retrouvée sur cette autoroute, si proche de l'endroit où les meurtres ont eu lieu, j'ai réalisé que j'avais été ramenée ici pour une raison. Je dois découvrir laquelle. Il secoua de nouveau la tête. Mais cette affaire est close depuis 2 décennies. Et, maintenant que je suis de retour, si je fouille plus autour de Story Creek, je suis sûre de trouver de nouveaux indices. Tu es prête à faire ça ? Il croisa les bras et planta ses yeux bleu pâle dans les siens. Il vaut parfois mieux laisser les choses où elles sont, Wolfe. On ne sait jamais ce qui pourrait ressortir et nous prendre par surprise. J'ai gardé cela enfoui bien trop longtemps. Crois-moi, j'ai bien réfléchi aux conséquences. Je suis prête à creuser et à exposer la vérité, quelles qu'en soient les répercussions pour moi, dit-elle en reculant vers la porte. Je le ferai avec ou sans ton aide, mais ce sera plus facile si tu m'aides. Il grogna et attira son burger à lui. Puis, il haussa les épaules. Tant qu'on n'a pas d'autre affaire à élucider, je ferai de mon mieux. Mais je ne suis vraiment pas sûre que ce soit une bonne idée, Wolfe. Mélanger ainsi le boulot et les choses personnelles. Je suis désolée que ça te soit arrivé. Sincèrement désolée. Mais elle attendit qu'il continue. Rien ne vint, cependant, et plus les secondes s'écoulaient, plus elle se sentait stupide. À quoi s'était-elle attendue ? À ce qu'il se lève d'un bond et l'enlace ? Qu'il la berce et lui dise que tout irait bien ? Eh bien, ouais, c'était ce qu'elle avait espéré. Elle n'était pas très portée sur les marques d'affection, mais elle s'était clairement attendue à plus que ça.
Ce type offrait toute sa compassion à des gens dont les proches avaient simplement disparu. Pratiquement toute sa famille avait été assassinée pendant qu'elle, une enfant, se cachait à quelques mètres de là, et c'était là tout ce qui lui répondait. C'était pour le moins décevant. Elle prit une grande inspiration, la relâcha puis déclara maladroitement. « Bon, eh bien, réfléchis-y, et si tu vois passer quelque chose qui pourrait s'y rapporter, parle-moi. »« Ouais, bien sûr. » Elle prit le dossier et le tint en l'air en silence, comme pour dire « J'emmène ça avec moi. » Il hocha la tête et elle conclut donc. « À plus tard, Robin. » Ils s'étaient chamaillés plus tôt pour savoir lequel d'entre eux était Batman et lequel était son acolyte. « Ok, Robin, » répondit-il. Il plissa les yeux de manière moqueuse, mais elle voyait très bien le doute mal dissimulé dans son expression. Il avait sans doute raison. Après tout, même si examiner ce dossier la rendait malade et qu'elle ne pouvait le faire qu'à petite dose, elle l'avait suffisamment consulté pour le connaître par cœur. Que pouvait-elle apprendre de plus? Elle pivota pour partir avant de se faire attraper. Pas que ça aurait eu grande importance. Sa supérieure, l'agente spéciale en charge Kit Brandon, avait été satisfaite des résultats de leur dernière enquête et contrairement à sa hiérarchie à Seattle, elle était vraiment de leur côté. Riley désirait que les choses demeurent ainsi. Et Kit lui avait recommandé de prendre quelques jours de congé. À l'instant où elle mit les pieds dans le couloir, cependant, elle tomba directement sur la petite femme au carré roux. Elle pouvait passer pour une grand-mère lorsqu'on l'apercevait, mais dès l'instant où elle ouvrait la bouche, cette impression était démentie. Brusque mais réfléchie, elle ne se laissait marcher sur les pieds par personne, et elle détestait particulièrement qu'on la manipule. Riley ne travaillait pour elle que depuis quelques semaines, mais elle le savait déjà. « Wolf, que faites-vous ici ?» Riley ouvrit la bouche pour parler, mais sa directrice jeta un coup d'œil dans le bureau qu'elle partageait avec Brisbane et secoua la tête. « Ah ça, vous ne pouviez pas rester loin de la belle gueule de votre partenaire pendant une seule journée. Je croyais vous avoir dit de prendre quelques jours de congé. »« Oui, » répondit-elle rapidement, avant que Kit ne puisse recommencer à aboyer. « Je suis juste venue parler à mon partenaire de quelque chose, et maintenant, je m'en vais. » Kit n'était cependant pas dur. Ses yeux se posèrent sur ce que Riley tenait à la main. « C'est tout. Vous emportez de la lecture avec vous ?» Riley haussa les épaules. « Ouais, il n'y a pas grand-chose à faire en ville, comme je suis nouvelle et tout. Je me suis dit que je pouvais aussi bien en profiter. » Heureusement, Kit ne se préoccupa pas de savoir de quelle affaire il s'agissait. Elle se borna à dire « Profitez de votre congé et assurez-vous de vous reposer. » Elle tourna les talons et s'éloigna. Riley prit congé et se dirigea vers le parking du nouveau bureau de terrain de Rapid City, dans le Dakota du Sud. Arrivée à sa voiture, elle posa le lourd classeur sur le siège passager et soupira. Comment lui aurait-il été possible de se reposer alors que depuis ce jour-là, sa vie avait été si difficile? Elle n'en avait aucune idée. Et c'est pour ça, se dit-elle en quittant le parking, que je vais faire tout mon possible pour élucider ce qui est arrivé à ma grande sœur. Chapitre 3. Plus tard dans l'après-midi, après avoir couru 15 km dans les rues centrales de Rapid City, Riley ouvrit son frigo pour attraper sa 3e bière et se dirigea vers son salon. Elle avait du travail à faire, mais il lui fallait d'abord trouver le courage d'ouvrir le dossier. En général, quelques bières lui suffisaient pour y parvenir. Le FBI avait clairement cherché à faire des économies en installant ses nouveaux quartiers à Rapid City. Tout d'abord, leur bureau était situé dans un ancien chenil et une odeur de fourrure mouillée y persistait. Certains d'entre eux étaient entourés de grillages et ressemblaient tout de plus à des cages qu'à des bureaux. Mais les logements réservés aux agents, au top. Son appartement faisait la taille d'un de ses placards à Seattle. Elle se retrouvait dans un studio obscur aux murs garnis de lambris des années 70 et aux meubles abîmés et usés qui semblaient sortir d'un dortoir étudiant. L'appartement donnait sur le parking d'une casse automobile. Le pire, c'était le matelas. Il était creusé au milieu, un trou du double de la taille de Riley, et si elle ne faisait pas attention, elle risquait d'y glisser et d'y étouffer. Malgré ses conditions de vie, c'était toujours 1000 fois mieux que ce qu'elle avait dû supporter à Seattle avec son ancien patron. Cooper Rich, son ami au bureau de Seattle, prenait plaisir à lui texter des histoires horrifiantes sur l'incompétence de Bill Matthews. Chacune d'entre elles la réjouissait. Elle jeta un coup d'œil à son téléphone, mais n'y vit aucun message. Elle soupira. Se détendre? Riley n'avait jamais aimé se reposer. L'inaction la rendait nerveuse. Kit aurait tout aussi bien pu lui dire d'aller chez le dentiste. Au moins, elle aurait quelque chose à faire. Elle s'affala sur son lit défoncé, prit une grande inspiration et ouvrit le dossier. La première chose qu'elle vit fut le joli visage de sa sœur. La belle marraine, c'est ainsi que ses amis et sa famille la décrivaient. Belle, elle l'était. Marraine avait 12 ans lorsqu'elle avait été kidnappée,
mais elle faisait plus vieille, et à leur grande surprise, des hommes adultes avaient commencé à la siffler dans la rue. Elle avait poussé d'un coup cet été-là. Au début, elle et Riley faisaient à peu près la même taille, et les gens pensaient souvent qu'elles étaient jumelles. Elles avaient les mêmes cheveux sombres et les mêmes taches de rousseur éparpillées sur le nez. Puis Maren avait poussé de 8 cm, presque instantanément, et avait commencé à développer des courbes. Elle s'était mise à porter du maquillage et à se peindre les ongles. Elle n'aimait plus marcher dans la poussière hors de leur camping-car sans porter des tongs et ne voulait plus jouer à des jeux stupides avec Riley et Kiki. Leur mère avait simplement déclaré « Maren grandit ». Riley se souvenait avoir pensé que si c'était ça qu'on appelait grandir, ne plus rien vouloir faire de marrant, elle préférait rester enfant. Mais elle avait pourtant dû grandir subitement quand ces hommes puritains venus à leur camping-car à Story Creek avaient tué leur mère et kidnappé Maren. Après cela, son père avait été si désespéré qu'il n'avait plus réussi à s'occuper d'elle. Elle avait passé les 10 années suivantes à compter les secondes jusqu'au moment où elle pourrait s'échapper, d'abord à l'université, puis au FBI. Elle n'avait jamais pensé remettre les pieds dans le nord de la partie centrale des États-Unis, sur l'autoroute 86, l'autoroute du diable, l'autoroute de l'enfer. Elle observa la photo de sa sœur. Elle se rappelait l'instant où elle avait été prise. Elle montait à cheval chez Al, dont le ranch était voisin de leur propriété. Maren avait toujours été meilleure à cheval. Elle avait été meilleure en tout, en fait. Riley s'essuya les yeux et réalisa qu'ils étaient humides de larmes non versées. « Idiote !» se réprimanda-t-elle. « Pourquoi pleurer ? Elle est partie depuis bien longtemps. Où qu'elle soit, crois-tu réellement qu'elle pense à toi ? » Morte. Elle était probablement morte. C'était la réponse la plus logique. Malgré tout, pour une raison inconnue, même après toutes ces années, l'espoir persistait en elle. Il serait toujours là, et une petite voix lui murmurerait toujours « Et si ?» si elle n'essayait pas de trouver des réponses. Elle feuilleta les pages et relut encore une fois le paragraphe qu'elle aurait pu réciter par cœur. Le bureau a reçu un appel à 10h26 concernant des coups de feu qui auraient été tirés au camping de Story Creek. Arrivée au camping à 10h46 et découverte de 2 femmes adultes et une enfant, tuées d'une balle dans la tête chacune. Une autre enfant soupçonnée d'avoir été kidnappée par le criminel, mais aucun signe de lutte ni aucun indice. Elle déglutit tout en lisant ces mots, puis passa aux photos. D'abord Kiki, la fillette décédée, Rose, sa mère et enfin la mère de Riley. Elles avaient toutes reçu une balle à l'arrière de la tête, comme pour une exécution, et gisaient le visage dans la poussière. Il y avait des images d'empreintes de pneus et de pas, mais beaucoup de gens et de véhicules étaient passés par là les jours précédents, et il était impossible de déterminer lesquels avaient été laissés par les meurtriers. Riley avait été interrogée en tant qu'unique témoin, mais elle était si jeune et en savait si peu. Elle ne se rappelait que des voix des assassins. Je croyais qu'il y en avait 3. Nan, juste ces 2-là. Elle s'était repassé ces mots encore et encore dans son esprit. Elle était désormais certaine que si jamais elle réentendait leur voix, elle les reconnaîtrait instantanément. Elle finissait sa 3e bière de l'après-midi, se sentant un peu grisée et ensommeillée lorsque son téléphone sonna. Elle songea qu'il s'agissait peut-être de Cooper, prêt à lui raconter les dernières incartades de Bill Matthews, mais c'était Michelle Brisbane. « Robin, répondit-elle, tu ne vas plus cesser de m'appeler comme ça, hein ?» marmonna-t-il. « Tu ne peux pas trouver quelque chose de nouveau ?» Elle jeta un coup d'œil au dossier, puis le referma. « Désolée, je ne suis pas d'humeur créative. »« Je me demande bien pourquoi. »« Ouais, je suis en train de devenir folle. Je serais bien contente de pouvoir enfin revenir au bureau demain. »« Eh bien, tu n'auras pas à attendre si longtemps. Je crois avoir justement trouvé le remède. » Elle s'assit brusquement. « C'est vrai ? Quoi ? » Kit vient de me confier une affaire, quelques meurtres qui ont eu lieu autour de Billings, peut-être reliés, ou peut-être pas. Riley serra les dents. « Kit, est-ce qu'elle ne va pas se montrer furieuse que tu m'aies appelée ? » ?»« Non, elle sait que tu es impatiente de revenir, alors elle m'a dit de t'appeler. Elle veut que nous nous y rendions, si possible ce soir. »« À Billings ?» Elle vérifia sur son téléphone. « C'est plus vers chez toi, non ? » ?»« Je suis à Missoula, » répondit-il. « Proche, mais pas exactement mon quartier. » Elle calcula rapidement. « Quand même, Billings, c'est plutôt loin. Nous n'y serons pas avant tard ce soir, quand tout aura fermé. Es-tu en train de me dire que tu n'es pas intéressée ? » Elle ricana. Elle sentait déjà ses sens s'éveiller. La sensation d'engourdissement apportée par la bière commençait à s'effacer et chaque terminaison nerveuse de son corps bourdonnait d'excitation. « Bien sûr que je suis intéressée. Ouais, mais bon, je sais que tu voulais t'occuper de ta propre affaire. J'ai pensé... Tu avais peut-être raison à ce sujet. Ça s'est passé il y a longtemps. Je ne sais pas ce que je pourrais trouver, à présent. Le mieux que je puisse faire, c'est garder les yeux et les oreilles à l'affût. »
Elle se releva et attrapa son sac de voyage en haut de son placard. Mais cette enquête, nous avons au moins des indices récents pour nous guider. Ça risque de s'avérer compliqué, ceci dit, car nous n'en avons pas beaucoup pour l'instant. La police a essayé de résoudre les 2 premiers meurtres, mais la piste s'est refroidie. Le dernier assassinat vient juste d'avoir lieu, mais qui que soit le tueur, il paraît méticuleux. En fait, d'après ce que m'a dit Kit, à part le fait que toutes les victimes voyageaient sur l'autoroute I-86 et que les scènes de crime présentent peu d'indices, c'est plus ou moins la seule chose à relier ces meurtres entre eux. Elle pense que l'auteur est un pro et qu'il agit rapidement, c'est pourquoi elle nous veut autant sur cette enquête. Très bien, dit-elle en mettant quelques chaussettes et sous-vêtements dans son sac. Je prépare mes affaires et on peut se retrouver dans une demi-heure. Tu veux conduire ? Ouais, ça me va. Parfait. Passe me prendre chez moi et on pourra y aller. Ça marche. Alors, Batman, tu as passé un après-midi relaxant à la maison. Qu'est-ce que tu crois ? Je pense que tu as passé bien trop longtemps à examiner ce dossier et que maintenant tu te sens mal et sûrement un peu saoul. Merde, songea-t-elle. Pas étonnant qu'il ait fait partie de la BAU3 de son bureau délocalisé. Il me connaît plutôt bien. Impressionnant. Ouais. Tu sais ce qui m'a mis la puce à l'oreille ? Que tu me demandes de conduire. Tu ne fais jamais ça. Tu aimes avoir le contrôle sur tout. C'était vrai. Ce qui expliquait pourquoi elle n'avait jamais aimé avoir un partenaire et pourquoi il lui semblait désormais étrange d'en avoir un, surtout quelqu'un qui connaissait son pire secret. À tout à l'heure, conclut-elle en raccrochant. Au moins cette nouvelle enquête de meurtre me permettra-t-elle d'oublier momentanément que je ne reverrai probablement jamais ma reine et que je n'entendrai plus parler d'elle. Chapitre 4. Il était presque minuit et Riley se trouvait à la place passager du nouveau pick-up de Michael Brisbane, en train de parcourir les minces dossiers des meurtres, pendant qu'il conduisait à travers les étendues sauvages du Montana en direction de l'ouest. Elle jeta un œil au compteur. La limite est à 130 ici, lui rappela-t-elle, au cas où il l'aurait oublié. Évidemment, il le savait. Il avait grandi à Missoula, d'après ce qu'il en disait. Il aurait donc dû se souvenir de la limitation de vitesse. Et même s'il avait parlé d'autres agents qui s'étaient enrôlés dans les forces de l'ordre à cause de leurs démons, Riley ne pensait pas que Michael avait de cicatrices, physiques ou autres. Sa vie semblait trop parfaite. Il était trop parfait, avec ce sourire qu'on pouvait presque goûter lorsqu'il montrait ses jolies fossettes. Non, il n'était qu'un brave Américain, tout ce qu'il y avait de plus classique, le genre d'homme à intégrer le FBI parce qu'il voulait faire partie des gentils et mettre les méchants derrière les barreaux. Elle se devait donc de se moquer de lui à chaque fois qu'elle le pouvait. Cela permettait d'effacer la... Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.